Mon nom est Allison Miller. Je vis à Charleston, en Caroline du Sud, un endroit où le soleil brille toujours et où les gens semblent tout aussi chaleureux. J'ai travaillé comme bibliothécaire pendant 35 ans à la bibliothèque de recherche de la Banque centrale en centre-ville. Entre des étagères remplies d'histoires, j'ai construit ma vie en élevant mon fils unique et en partageant 40 ans de mariage avec mon mari, Léonard. Qu'il repose en paix. Ma famille était autrefois admirée de tous, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Le calendrier indiquait le 12 mai, mon 70e anniversaire. Je me suis réveillé tôt, comme d'habitude. L'âge peut changer, mais pas les habitudes. J'ai fait le lit avec les draps en coton que ma chère amie Margaret m'avait offert, j'ai préparé une tasse de café noir bien fort et je me suis assise sur le porche du petit appartement où j'avais vécu plus de 40 ans. De là, je pouvais voir la rivière Ashley serpentant autour de la ville. Cette vue m'a toujours calmé, même les jours de tempête. Léonard était parti depuis 8 ans maintenant, emporté par une crise cardiaque dans son sommeil. Depuis, j'avais vécu seul dans l'appartement rempli de souvenirs. Mon fils, Julian, a épousé Patricia il y a 15 ans. Il vivait dans un quartier chic de Mount Pleasant. Il était directeur de succursale d'une grande banque, toujours occupé, toujours en réunion, et à cause de son travail important, il ne rendait visite à sa mère vieillissante qu'une fois par mois. Patricia venait encore moins souvent. Et sa mère, Edith, qui possédait une chaîne de salons de beauté, me regardait toujours comme si j'étais une antiquité qui appartenait à un musée plutôt que dans la vie de son gendre. Après le petit déjeuner, je suis resté assise à regarder les vieilles photos sur l'étagère. Léonard souriant largement, tenant un minuscule Julian sur la plage de Myrtle. Nous trois célébrant le 15e anniversaire de Julian, sa remise de diplôme, son mariage avec Patricia. Des moments figés d'une famille qui n'existait plus que dans le passé. J'ai décidé que je ne resterais plus à la maison à pleurer pour mon anniversaire. Ce soir-là, je mettrais mes plus beaux vêtements, prendrais une profonde inspiration et sortirais dans la nuit comme une femme qui méritait encore d'être célébrée. Toute la journée, un malaise silencieux n'a cessé de résonner en moi. Un instinct vif que seule une mère reconnaîtrait quand quelque chose ne va pas. Julian était l'enfant que nous avions attendu 5 ans, un garçon né de l'amour et de l'espoir. En sirotant mon café, mes yeux se sont posés sur les photos encadrées dans le salon. Une photo m'a toujours profondément ému. Julian a 6 ans, assis sur les épaules de son père, tous deux souriant comme si le monde leur appartenait. Léonard mettait tous ses rêves dans ce garçon. Notre fils réussira, Allison, disait-il fièrement. Et il a réussi. Diplômé en économie, il a étudié à l'étranger, a décroché un excellent poste à la banque. Mais quelque part en cours de route, les choses ont changé. Peut-être que cela a commencé quand il a rencontré Patricia, la fille unique d'Edith, qui possédait une chaîne de salons de beauté dans les centres commerciaux de la ville. Patricia était belle et polie, mais il y avait toujours cet air subtil de supériorité qui me mettait mal à l'aise. Ou peut-être que cela a commencé encore plus tôt, après le décès de Léonard, quand Julian a dû assumer plus de responsabilités. Je n'ai jamais su avec certitude. Je savais seulement qu'avec le temps, ses visites sont devenues moins nombreuses, ses appels plus courts et ses excuses plus fréquentes. Maman, je suis débordée. Patricia ne se sent pas bien. Nous rencontrons ses parents plus tard. J'avais l'habitude de rester silencieuse, me convainquant que c'était normal, que mon fils avait sa propre vie maintenant et que je ne devais pas être égoïste. Mais ce jour-là, quelque chose en moi a changé. Avoir 70 ans semblait monumental. J'ai pensé à tous les anniversaires que j'avais eus, de l'enfance à ce moment-là. Je me suis souvenu des fêtes de mes parents, des gâteaux faits maison, des bougies que je soufflais en souhaitant santé et amour. Je me suis souvenu des anniversaires avec Léonard, de ses surprises, de ses petits cadeaux sincères. Et puis j'ai pensé aux dernières années, où les célébrations étaient devenues creuses, juste quelques appels obligatoires, et si j'avais de la chance, une visite précipitée le week-end suivant. Mais cette année, je ne voulais pas de ça. Je méritais plus. Je méritais de célébrer pleinement mes 70 ans de vie. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Julian. Il a répondu après quelques sonneries, avec son ton pressé habituel. « Salut, maman. »« Bonjour, mon fils. J'appelle juste pour te rappeler que c'est mon anniversaire aujourd'hui. »« Je sais, maman. J'allais appeler plus tard. Joyeux anniversaire. »« Merci. Je pensais que peut-être ce soir, nous pourrions dîner ensemble. »
Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment parlé. J'ai entendu une hésitation. Cette pause familière qui précédait toujours un mensonge. Maman, ce soir c'est difficile. J'ai une réunion importante avec un client à New York. Ça va durer tard. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne peux pas annuler. Ma gorge s'est nouée. J'ai ravalé le mélange de déception et d'amertume. Bien sûr, je comprends. Le travail passe avant tout. Et si on déjeunait ce week-end? J'apporterai un gâteau et nous fêterons ça correctement. D'accord, Julien. J'ai raccroché, le cœur vide. J'ai regardé la photo sur le mur, le portrait de Léonard à côté du vase de fleurs fraîches que je remplaçais chaque mercredi du marché local. Que ferais-tu, Léonard? Elle chuchotait comme s'il pouvait m'entendre. Je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le placard. Elle était là, la robe bleu marine que Léonard aimait. Cette robe a été faite pour toi, disait-il. Elle fait ressortir tes yeux. J'ai passé ma main sur le tissu doux, me souvenant de la dernière fois que je l'avais portée, à la fête des 15 ans d'Amanda. Elle était un peu plus serrée à la taille maintenant. Le temps n'épargne personne, mais j'ai décidé de la porter à nouveau. J'ai sorti les boucles d'oreilles en perles que Léonard m'avait offertes pour notre 40e anniversaire, peu de temps avant son décès. Pour la femme la plus précieuse de ma vie, avait-il dit en me tendant la petite boîte en velours bleu. Je me souvenais encore de la façon dont il m'avait regardé cette nuit-là. Je me suis douché, coiffé et légèrement maquillé. Dans le miroir se tenait une femme de 70 ans, mais avec encore de la lumière dans les yeux, voulant encore sourire, voulant encore vivre. L'indifférence de mon fils ne pouvait pas m'enlever ça. J'ai attrapé le sac à main qu'Amanda m'avait offert à Noël dernier, en disant que j'avais besoin de quelque chose de plus moderne, et j'ai quitté la maison. À la réception, Richard, le portier qui me connaissait depuis des décennies, a eu l'air surpris de me voir si bien habillé. « Madame Allison, vous allez à une fête? Un dîner d'anniversaire. » J'ai souri. 70 ans aujourd'hui. Vraiment? Joyeux anniversaire. Vous êtes magnifique. J'ai ri de ces gentilles paroles. Cet homme avait toujours été doux avec moi, surtout après le décès de Léonard. Votre fils vient vous chercher? Non, Richard. Il est occupé. J'ai surpris une lueur dans ses yeux. Peut-être de la pitié, peut-être une colère silencieuse, mais il a seulement hoché la tête et a appelé un taxi. En attendant, j'ai pensé à appeler Margaret, mon amie de toujours. Elle me disait toujours de sortir, de dîner, de rencontrer des gens. La vie n'est pas encore finie, disait-elle. Mais ce soir était différent. C'était mon anniversaire et quelque chose me disait que je devais affronter cette nuit seule. Le taxi est arrivé et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener au Riverside View, le restaurant au bord de la rivière où Léonard et moi allions pour les occasions spéciales. C'était cher pour une bibliothécaire à la retraite, mais ce soir, je le valais bien. Pendant le trajet, j'ai regardé la ville par la fenêtre. Charleston avait tellement changé, de nouveaux bâtiments, des rues plus animées, mais la rivière était toujours là, s'écoulant tranquillement au fil des ans. J'ai pensé que la vie est comme la rivière, parfois calme, parfois féroce, mais toujours en mouvement. Quand le taxi s'est arrêté, j'ai payé la course et je suis sorti avec précaution. Mes jambes n'étaient plus aussi stables qu'avant, et les talons bas que j'avais choisis pour assortir à ma robe n'aidaient pas beaucoup. L'entrée du restaurant était grandiose avec des escaliers en marbre et de magnifiques portes en bois sculptées. Je me suis souvenu de la première fois que Léonard et moi sommes venus ici, lorsqu'il a eu sa promotion. Nous étions nerveux, nous sentant un peu déplacés dans un endroit aussi chic. Michael, le serveur qui travaillait là depuis des années, m'a reconnu immédiatement. Il s'est approché avec son sourire chaleureux. « Madame Allison, ça fait si longtemps. Fêtons-nous quelque chose de spécial ce soir? » Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est merveilleux. Est-ce que Monsieur Julien vous rejoindra? Une douleur aiguë m'a piqué la poitrine. Tout le monde supposait toujours que je ne pouvais pas venir seul, que bien sûr mon fils serait là. Comment pouvais-je expliquer qu'il avait des choses plus importantes à faire? Non, Michael, je suis seul ce soir. 70 ans, ça mérite d'être fêté, vous ne trouvez pas? Il a hoché la tête poliment et n'a rien dit de plus. Puis il m'a conduite à travers les tables. Mon cœur s'est arrêté. Là, près de la fenêtre surplombant la rivière, se trouvait Julien. Pas en réunion comme il l'avait dit,
mais assis avec Patricia et sa mère, Edith, riant, levant des coupes de champagne. Le temps a semblé se figer. Tout mon corps s'est raidi, mon souffle s'est coupé. Michael a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a regardé avec inquiétude. « Madame Allison, tout va bien ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes yeux étaient fixés sur la scène comme si c'était un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Mon fils avait menti à sa mère de 70 ans le jour de son anniversaire. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis ressaisi. Je vais bien. S'il vous plaît, trouvez-moi une table tranquille dans le coin. Il a hoché la tête et m'a guidé vers un endroit éloigné où je pouvais les voir sans être vu. Je l'ai remercié et j'ai commandé un verre de vin blanc pour calmer le tremblement de mes mains. Quand la boisson est arrivée, je ne pouvais toujours pas détacher mes yeux de leur table. Ils avaient l'air si heureux, si à l'aise. Patricia portait une robe chère, scintillante de bijoux. Edith, les cheveux teints, le maquillage impeccable, riait librement, pleine de confiance. Et Julian, mon fils, souriait comme s'il ne portait aucun fardeau au monde, comme s'il n'avait pas menti à sa mère. J'ai réalisé qu'il fêtait quelque chose. Sur la table se trouvaient de petites boîtes cadeaux emballées dans du papier coloré. Était-ce un anniversaire, une promotion, ou juste un autre dîner de famille? Quelle que soit la raison, c'était clairement plus important que de passer quelques heures avec sa mère pour son 70e anniversaire. J'ai pris une grande gorgée de vin, sentant le liquide frais glisser dans ma gorge. Je n'ai jamais été une grande buveuse, mais à ce moment-là, j'en avais besoin pour atténuer la douleur qui enflait en moi. C'était une douleur différente. Pas physique, pas comme la perte de mon mari, mais le genre de douleur qui vient de la trahison. Je les ai regardés et les souvenirs ont afflué. Les nuits blanches quand Julian était malade, les heures supplémentaires que je faisais à la bibliothèque pour payer son école privée, les cours particuliers pour qu'il apprenne l'anglais. Léonard et moi n'avions jamais eu grand-chose, mais nous avions tout donné à ce garçon, notre fierté, notre espoir, notre avenir. Et maintenant, il était là, souriant à la femme qui m'avait toujours méprisé. La même femme qui avait planifié tout leur mariage sans me laisser être autre chose qu'une invitée. Edith, qui aimait me rappeler que sa fille avait élevé le niveau de vie de Julian grâce à ses relations. Les images ont défilé devant mes yeux, chaque fois que j'avais été rejeté, ignoré, blessé, mais que j'avais quand même forcé un sourire poli. Combien de fois avais-je ravalé mes larmes pour éviter d'être la vieille dame agaçante qu'ils pensaient déjà que j'étais? Combien de fois avais-je justifié leur froideur à moi-même? Quand le serveur est revenu pour prendre ma commande, j'ai fixé le menu sans lire un mot. J'ai choisi quelque chose au hasard. Je n'avais pas faim. Mon estomac s'était noué d'humiliation. Puis une pensée a lentement commencé à se former, une pensée que je n'avais jamais osée auparavant, quelque chose qui ferait réaliser à Julian que je n'étais pas la femme faible et crédule qu'il croyait. Quand Léonard est décédé il y a 8 ans, il avait tout laissé soigneusement arranger. Il était toujours le plus prudent, toujours à planifier à l'avance. Nous avions des économies, quelques investissements, un appartement payé et une solide police d'assurance vie. Comme Julian était notre fils unique, Léonard avait inscrit son nom sur de nombreux comptes et portefeuilles d'investissement, pensant que ce serait plus facile pour lui de gérer quand je ne serais plus là. Mais il y avait une chose que mon fils ne savait pas, et c'était le détail le plus important de tous. J'étais toujours la titulaire principale de chaque compte avec un contrôle juridique total. Julian ne faisait que les gérer. Il prenait des décisions d'investissement et croyait que tout était pratiquement à lui. Mais je n'avais jamais officiellement transféré la propriété. Quelque chose au fond de moi m'avait toujours dit d'attendre, de garder cette autorité un peu plus longtemps, comme si une voix silencieuse me murmurait qu'un jour j'en aurais besoin. Et peut-être que ce jour était arrivé. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et j'ai fixé l'écran un instant. Ce que j'allais faire allait changer à jamais la relation entre mon fils et moi. C'était un pas que je ne pourrais jamais défaire. Mais assise là, seule dans un restaurant cher le jour de mon 70e anniversaire, regardant le fils que j'avais élevé célébrer joyeusement après m'avoir menti, je ne me souciais plus des conséquences. Mes doigts tremblaient légèrement sur l'écran. J'étais sur le point de prendre une décision qui allait tout changer. J'ai de nouveau levé les yeux vers leur table. Michael s'est approché avec une bouteille de vin, la versant pour Julian avec le ton respectueux que le restaurant réservait aux riches habitués. Mon fils avait toujours su charmer les gens, se faire aimer. Il tenait ça de Léonard. Ce soir-là, le Riverside View était bondé. Des couples élégants, des hommes d'affaires en réunion discrète, des familles célébrant des événements marquants.
La lumière tamisée se reflétait sur les vases de fleurs fraîches, et le son d'un piano live rendait l'atmosphère raffinée et gracieuse. À travers les grandes baies vitrées, la rivière scintillait sous les lumières de la ville, une vue qui m'avait ému d'innombrables fois auparavant. En attendant mon plat, je continuais de regarder leur table. Puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a serré le cœur. Au centre de la table se trouvait un petit gâteau d'anniversaire. J'ai plissé les yeux pour voir clairement, et puis ça m'a frappé. C'était une célébration d'anniversaire, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Patricia. Sur le gâteau, Julien allumait des bougies en forme du chiffre 45. Un éclair de réalisation m'a transpercé. Ce n'était donc pas seulement un mensonge, mon fils avait choisi de célébrer l'anniversaire de sa femme au lieu du mien. Cela n'avait jamais été un problème auparavant lorsque nos anniversaires tombaient à des dates proches. Nous avions l'habitude de fêter le week-end, les 2 jours étant honorés. Mais cette année, il a décidé que le sien valait la peine d'être prioritaire tandis que le mien pouvait être oublié. Une bouffée de chaleur m'est montée au visage, un mélange de honte et de colère alors que je les regardais, me sentant comme une étrangère observant la vie de ma propre famille. Non pas par jalousie, ni par désir d'attention, mais par la profonde blessure d'être méprisé, ignoré par la personne même qui me devait la vie. Le serveur a apporté mon plat principal, du poisson poêlé avec une sauce aux fruits de la passion, mon plat préféré habituel. J'ai hoché la tête en guise de remerciement mais je ne pouvais pas arrêter de les regarder. Maintenant, ils chantaient doucement, « Joyeux anniversaire », et Patricia rayonnait à la lumière des bougies. Julien lui tenait la main, la regardant avec une tendresse que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années. Un souvenir m'a envahi, Julien a 6 ou 7 ans. J'avais été cloué au lit par la grippe pendant des jours, mais je m'étais quand même traîné pour lui faire un gâteau pour son anniversaire. Léonard était en voyage d'affaires, et je ne voulais pas que mon garçon se sente oublié. Je me souviens de la sueur qui perlait pendant que je mélangeais la pâte, de mes mains tremblantes en étalant le glaçage sur les couches inégales. Et je me souviens encore de l'expression de Julien quand il l'a vu. « C'est le meilleur gâteau du monde, maman », avait-il dit, en serrant mes jambes de joie. Où était passé ce petit garçon? Quand était-il devenu un homme capable de mentir à sa mère le jour de son anniversaire? Je me suis forcé à prendre quelques bouchées juste pour paraître calme. Mais le repas, habituellement si délicieux, n'avait aucun goût. J'ai pris une autre gorgée de vin. L'amertume s'est répandue, non pas à cause de la boisson, mais de l'intérieur de moi. À leur table, j'ai vu Edith tendre à Patricia une petite boîte. On aurait dit des bijoux. Patricia l'a ouverte, a haleté, puis a couvert sa bouche avant de serrer sa mère dans ses bras. Puis ce fut au tour de Julien. Il a sorti une boîte plus grande de la poche de son costume. Patricia l'a ouverte avec précaution, ses yeux s'illuminant. Je ne pouvais pas voir clairement le cadeau, mais sa réaction disait tout. C'était quelque chose de spécial. J'ai soudainement pensé au cadeau que j'avais reçu au fil des ans, une écharpe l'année dernière, offerte avec les mots « pour que tu n'aies pas froid », comme si j'étais une vieille femme fragile. L'année d'avant, un cadre photo numérique que je n'ai jamais appris à utiliser. Avant ça, un panier de thé. Des cadeaux irréfléchis, froids, des gestes obligatoires destinés à cocher une case. Perdu dans mes pensées, j'ai failli ne pas remarquer ce qui s'est passé ensuite. Amanda, ma petite fille, est apparue. Elle devait être aux toilettes quand je suis arrivé. Elle a couru vers la table, a serré sa mère dans ses bras, lui a tendu un petit cadeau emballé, puis a commencé à enregistrer la réaction de Patricia sur son téléphone. Amanda était la seule de cette famille qui m'aimait vraiment. Elle me rendait souvent visite, me parlant de l'école, de ses amis, de son rêve de devenir médecin. C'est elle qui m'a appris à utiliser mon nouveau téléphone, qui m'a montré comment faire des appels vidéo et envoyer des messages. Il faut rester dans le coup, grand-mère, disait-elle, mi-taquine, mi-affectueuse. La voir là, si ravissante dans sa robe bleue, me rappelant ma propre mère quand elle était jeune, m'a fait mal au cœur. Je savais que ce que j'allais faire l'affecterait. Mais je me suis aussi souvenu que Léonard avait créé une fiducie éducative pour Amanda le jour de sa naissance. Julien ne pouvait pas toucher à cet argent. Ma petite fille serait en sécurité. J'ai continué à regarder cette famille parfaite qui ne m'incluait plus. Edith bavardait avec animation. Patricia rayonnait en montrant un nouveau bracelet, probablement le cadeau de Julien. Amanda riait, brandissant son téléphone. Et Julien, mon fils unique, les regardait avec fierté, ce même regard qu'il ne m'avait pas adressé depuis des années. À ce moment-là,
J'ai enfin compris où je me situais dans son cœur. J'étais juste une obligation, quelqu'un qu'il visitait par devoir, non par amour, quelqu'un qu'il pouvait effacer d'un simple mensonge, même le jour le plus significatif de tous. J'ai vidé mon verre et j'ai demandé l'addition. Je ne pouvais pas rester assise une minute de plus. Le serveur a eu l'air perplexe en voyant mon assiette intacte. « Vous n'avez pas aimé votre repas, madame ? Je peux vous apporter autre chose. » « Non, Michael. Tout va bien. Je n'ai juste plus faim. » Il a jeté un coup d'œil vers la table de Julian, et une lueur de compréhension a traversé son visage. « Le repas de ce soir est offert par la maison, Madame Allison. Et joyeux anniversaire. » Cette gentillesse inattendue a failli me faire pleurer. J'ai souri, je l'ai remercié et je me suis levé. À cet instant, j'ai pris une décision. Je ne sortirai pas comme une femme blessée et pitoyable. Je leur ferai face avec dignité, avec calme. Même si mes jambes vieillissantes me faisaient mal à chaque pas, j'ai traversé la salle à manger. Julian m'a vu le premier. Ses yeux se sont écarquillés, son visage passant de la surprise à l'inconfort. Patricia est devenue pâle. Edith a froncé les sourcils, clairement irritée par ma présence. Seule Amanda a souri vivement. « Grand-mère, quelle surprise. Tu es là aussi. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Cette voix douce et innocente m'a transpercé. Elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée que son père avait menti, qu'il m'avait délibérément exclu de ce dîner. « Bonjour, ma chérie, » ai-je dit en l'embrassant sur le front. « Je suis venu fêter mon anniversaire, 70 ans aujourd'hui. » Ses yeux se sont écarquillés de choc. Puis elle s'est tournée vers son père, attendant une explication. La bouche de Julian s'est ouverte, son visage est devenu rouge, mais aucun mot n'est sorti. « Maman, je... C'est bon, mon fils, ai-je interrompu, ma voix étrangement calme. Je comprends. L'anniversaire de Patricia est évidemment plus important. Après tout, 45 ans est un chiffre tellement plus significatif que 70, n'est-ce pas? La table est tombée dans le silence. Patricia a baissé les yeux, incapable de me regarder. La bouche d'Edith s'est ouverte, mais pour la première fois depuis que je la connaissais, elle était sans voix. Amanda a regardé autour d'elle, son visage montrant lentement de la confusion alors qu'elle reconstituait les faits. « Je suis juste passé pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma belle-fille, ai-je dit, en gardant un ton stable bien que ma gorge me brûle. Et pour te faire un cadeau, Julian. » Il avait l'air confus. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et je l'ai posé sur la table, l'application bancaire ouverte à l'écran. Je viens de faire un virement. Tout l'argent de nos comptes joints a été déplacé vers un compte que tu ne connais pas. Tes cartes sont bloquées et tes autorisations annulées. Considère ça comme mon cadeau d'anniversaire à moi-même. La liberté de tes mensonges. L'expression de Julian est passée de la confusion à l'incrédulité puis à la panique pure. Mon fils avait toujours traité l'argent comme le pouvoir ultime. C'est peut-être pour ça qu'il s'entendait si bien avec Edith et sa famille. « Maman, tu ne peux pas faire ça », a-t-il crié, sa voix montant. « Cet argent nous appartient. Il est destiné à prendre soin de toi quand tu seras plus âgé. Alors tu devrais savoir, ai-je répondu calmement, que ce jour pourrait ne jamais arriver. J'ai 70 ans et je suis parfaitement capable de prendre soin de moi et de gérer mes finances. Ton père a été assez sage pour tout garder sous mon nom, tu ne trouves pas ? Edith a retrouvé son sang-froid, son expression autoritaire habituelle revenant. Allison, tes actions sont très irresponsables. Tu ne peux pas prendre une décision financière aussi importante sur le coup de l'émotion. Je peux, ai-je répondu sèchement. Et je l'ai déjà fait. Et je ne me souviens pas avoir demandé ton avis sur la façon de gérer l'argent de ma famille. J'ai vu Amanda se couvrir la bouche, essayant de cacher un petit sourire. Patricia est restée silencieuse, son visage montrant un embarras évident. Julian, cependant, avait complètement perdu le contrôle. « Combien ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. « Combien as-tu transféré ?»« Tout », ai-je dit simplement. « Chaque dollar de nos comptes joints, chaque investissement que tu as géré, même la police d'assurance vie de ton père, tout, sauf le fonds d'éducation d'Amanda. » Cette fois, c'est Patricia qui a réagi. Son visage est devenu pâle en se tournant vers son mari. « Quoi ? Tu avais dit que ces investissements étaient pratiquement à nous. Tu avais dit que nous utiliserions cet argent pour acheter une nouvelle maison.
C'était donc ça. Ils avaient prévu d'utiliser les économies de toute une vie que Léonard et moi avions accumulées pour s'acheter une maison sans même me le demander. Un calme glacial s'est répandu en moi, mais il n'y avait plus d'hésitation. Je suis désolé de vous décevoir tous les deux, ai-je dit fermement. Mais cet argent m'appartient toujours, et il le restera jusqu'à ce que j'en décide autrement. Le visage de Julien est devenu rouge, les veines de son front saillantes, tout comme celles de Léonard quand il était en colère. Maman, s'il te plaît, parlons-en à la maison. Tu surréagis. Ce n'était qu'un malentendu à propos du dîner. Un malentendu? Ai-je répété, sentant la colère monter en moi. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Tu as dit que tu avais une réunion alors qu'en réalité, tu étais ici pour fêter l'anniversaire de ta femme. Tu as délibérément exclu ta mère de son 70e anniversaire. Ce n'est pas un malentendu, Julien. C'est un choix. Les larmes me sont montées aux yeux, non pas par faiblesse, mais parce que je voulais qu'il voie à quel point il m'avait blessé. Ce qui me brise le cœur, ce n'est pas d'être mise à l'écart. C'est que tu n'as pas eu le courage de me dire la vérité. Si tu avais simplement dit, « Maman, c'est l'anniversaire de Patricia et je veux dîner avec ma famille », j'aurais compris. J'aurais respecté ça. Mais tu as choisi de mentir comme si j'étais trop stupide pour gérer la vérité. La table est tombée dans le silence. Même la confiance habituelle d'Edith a vacillé. Amanda a doucement essuyé ses larmes. Patricia a fixé ses mains, commençant peut-être à réaliser sa part de responsabilité. Julien avait l'air complètement perdu. Comme un enfant pris en flagrant délit de mensonge, sans savoir quoi faire. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps, ai-je dit en enroulant mon châle autour de mes épaules. Amanda, ma chérie, viens me voir quand tu auras le temps. Ma maison t'est toujours ouverte. Je me suis retourné pour partir. Puis une petite main a attrapé mon bras. C'était Amanda. Grand-mère, je ne savais pas, papa a dit que tu avais d'autres projets aujourd'hui. C'est bon, ma chérie, ai-je dit doucement. C'est entre ton père et moi. Elle m'a serré fort dans ses bras, là, au milieu du restaurant bondé, sans se soucier de qui regardait. J'ai senti l'odeur familière de son parfum, celui que je lui avais offert pour son 13e anniversaire. Je l'ai serré en retour, réalisant que peu importe ce que j'avais perdu ce soir, au moins l'amour de ma petite fille restait. J'ai quitté le restaurant la tête haute, le cœur rempli d'un mélange d'amertume et de soulagement. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais une chose. Plus rien ne serait jamais comme avant. Cette nuit-là, pour mon 70e anniversaire, j'ai récupéré quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu, mon pouvoir, ma dignité et ma voix. L'air nocturne était frais lorsque je suis sorti du Riverside View. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la brise de la rivière. Les lumières de la ville scintillaient sur l'eau, dorées et tremblantes. Je suis resté là un moment, regardant la rivière qui avait été témoin de presque toute ma vie. Je n'ai pas appelé de taxi tout de suite. J'avais besoin de marcher pour laisser mes pensées se calmer. J'ai suivi le sentier au bord de la rivière, mes pas résonnant dans la nuit silencieuse, les vieux arbres projetant de longues ombres sous les lampadaires. En moi, il y avait un tourbillon d'émotions, une touche de regret en me souvenant du regard stupéfait de Julien, mais au fond, un étrange sentiment de satisfaction. Maintenant, il comprendrait enfin ce que c'était que d'être rejeté, d'être traité comme une ombre dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté sur une petite place, je me suis assise sur un banc en bois usé et j'ai contemplé le pont illuminé et les bateaux immobiles ancrés sur l'eau. J'ai sorti mon téléphone. L'écran affichait toujours la confirmation du virement. En vérité, je n'avais pas tout transféré, juste assez pour lui faire peur, pour lui faire comprendre que j'étais sérieuse. Le reste était resté sur notre compte joint, mais j'avais temporairement gelé son accès. Dans quelques heures, quand il essaierait de retirer ou de passer sa carte, il comprendrait. Ce que Julien ne savait pas, ce que je n'avais jamais dit à personne, c'est que depuis 5 ans, j'étudiais la finance par moi-même. Cela a commencé quand j'ai trouvé un livre à la bibliothèque avant de prendre ma retraite, intitulé « La finance pour les femmes indépendantes ». Au début, c'était juste de la curiosité, mais ces pages ont éveillé en moi un désir féroce d'apprendre. À partir de là, j'ai lu tout ce que je pouvais, livres, magazines, articles en ligne qu'Amanda m'aidait à trouver. J'ai suivi des cours gratuits offerts par la banque et j'ai regardé d'innombrables vidéos pédagogiques. Avec le temps, j'ai appris les investissements, les taux d'intérêt et comment faire fructifier l'argent judicieusement. Quand Léonard était en vie,
il avait toujours géré nos finances. Après son décès, Julien a simplement assumé ce rôle. Personne n'a jamais pensé que je pouvais le faire moi-même. Ils me voyaient tous comme une veuve désemparée qui ne connaissait rien à l'argent. Mais ils avaient tort. Je savais, et je savais très bien. Discrètement, j'avais ouvert des comptes dont Julien ne connaissait pas l'existence. J'ai commencé par de petits investissements sûrs. J'ai appris à utiliser des applications financières et des plateformes en ligne, gardant tout discret. Même Margaret, ma plus proche amie, n'a jamais su. Pendant que j'apprenais, j'observais comment Julien gérait l'argent que Léonard avait laissé. La plupart du temps, ses décisions étaient raisonnables, mais parfois j'ai remarqué des choix qui profitaient à lui et à sa famille plus qu'à moi. De petites dépenses ici et là, mais ensemble, elles formaient un schéma troublant. Comme quand il a utilisé de l'argent pour rénover la maison de vacances en Floride qu'il appelait « la propriété familiale », bien que j'y aille rarement. Ou quand il a investi une grosse somme dans une entreprise appartenant à un ami de Patricia, ou cette voiture de luxe qu'il a achetée, justifiant cela comme le maintien d'une image de réussite pour ses clients de la banque. Je n'ai jamais dit un mot. Je l'ai laissé penser que je ne comprenais pas, que je lui faisais entièrement confiance. Et pendant un certain temps, c'était le cas. Je faisais confiance à mon fils, jusqu'à ce soir. Maintenant, assis sur ce banc de parc, regardant la rivière s'écouler silencieusement sous les lumières, je savais que j'avais un nouveau plan. Un plan bien au-delà du choc que j'avais provoqué au restaurant. Je connaissais mon fils, son ambition, sa fierté et sa dépendance aux apparences. J'ai rouvert mon téléphone et je me suis connecté à la plateforme d'investissement. Julien ne soupçonnait probablement jamais que je pouvais accéder au portefeuille, au fonds, aux actions à haut risque avec des rendements élevés. J'ai commencé à faire des ajustements stratégiques, à réallouer des actifs, à modifier les ratios, à remodeler le portefeuille. Je n'agissais pas par colère. Chaque pas que je faisais était soigneusement calculé, basé sur les connaissances que j'avais acquises au fil des ans. Je ne voulais pas détruire mon fils. Je voulais lui donner une leçon sur le respect, sur les conséquences et sur la valeur de ce qui compte vraiment dans la vie. Le vent s'est levé, faisant bruire les feuilles et transportant l'odeur depuis de loin. Le temps à Charleston pouvait changer rapidement les nuits comme celle-ci. J'ai rangé mon téléphone, je me suis levé, sentant la douleur dans mes jambes après une longue journée, et j'ai marché vers la rue principale pour appeler un taxi. Le chauffeur, à peu près de mon âge, a bavardé sur le temps, la circulation et comment la ville avait changé. J'ai répondu brièvement, mon esprit toujours tourné vers mon nouveau plan. Quand je suis arrivé à mon immeuble, Richard, le portier, était toujours de service. Il m'a regardé avec curiosité, s'attendant probablement à ce que je revienne avec mon fils, ou du moins de meilleure humeur. « Bonsoir, Madame Allison. Avez-vous passé un bon dîner ? » C'était intéressant, ai-je dit doucement, plein de surprise. Il a hoché la tête, ne posant pas plus de questions, quelque chose que j'avais toujours apprécié chez lui. Il savait quand garder le silence. J'ai choisi les escaliers plutôt que l'ascenseur, comme je le faisais toujours quand j'avais besoin de réfléchir clairement. Chaque marche semblait une petite victoire. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, le silence familier m'a de nouveau enveloppé. J'ai allumé les lumières et j'ai regardé autour de moi. Les murs portaient encore de vieilles photographies, les meubles que Léonard et moi avions choisis ensemble des décennies auparavant, les livres bien rangés dans chaque coin. Une habitude de bibliothécaire qui ne s'estompe jamais. Je suis allé dans la chambre, j'ai enlevé les chaussures qui me faisaient mal aux pieds, j'ai retiré la robe bleu marine et j'ai enfilé une robe de chambre douce. Après m'être lavé le visage et démaquillé, j'ai vu dans le miroir une femme de 70 ans aux yeux brillants de détermination et de force que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je suis retourné dans le salon, je suis allé à la bibliothèque, j'ai déplacé quelques volumes et j'ai sorti la boîte en bois sculptée que Léonard m'avait offerte pour notre 20e anniversaire de mariage. À l'intérieur se trouvaient des documents importants, des titres de propriété, des polices d'assurance et, surtout, le testament de Léonard. Je me suis assise à la table de la salle à manger, dépliant soigneusement chaque feuille, examinant chaque clause, prenant des notes. Léonard avait toujours été méticuleux, surtout en matière de finances et de questions juridiques. Le testament stipulait clairement, j'étais l'unique héritière avec pleine autorité sur tous les actifs. Julien n'hériterait qu'après ma mort, mais sous une condition spécifique, seulement s'il témoignait d'une attention et d'un respect sincère envers sa mère tout au long de sa vie. Léonard m'avait mieux comprise que quiconque. Il savait que je ne déshériterais jamais notre fils,
mais il voulait s'assurer que je sois traité avec le respect que je méritais. À l'époque, je pensais que cette clause était inutile. Maintenant, je réalisais qu'elle était presque prophétique. J'ai remis les papiers en place et je suis allé à la fenêtre. La pluie avait commencé à tomber, douce d'abord, puis se transformant en un rideau blanc. Les lampadaires brillaient sur le trottoir mouillé. Je suis resté là, regardant les gens se dépêcher de trouver un abri. Les voitures ralentissant sous l'averse. Mon téléphone a sonné. C'était Julian. Je l'ai laissé sonner. Une fois, deux fois, une troisième fois. Puis sont venus les messages. Maman, il faut qu'on parle. S'il te plaît, décroche. Que as-tu fait? Pourquoi as-tu fait ça? Je viens. J'ai souri faiblement. Bien sûr qu'il viendrait, non pas par souci pour moi, mais pour l'argent. J'ai commencé à me préparer pour la suite. J'ai préparé une tasse de tisane à la camomille, j'ai rangé la pièce et je me suis assise dans le fauteuil en cuir marron usé de Léonard, celui qui semblait encore chaud, encore sûr. La sonnette a retenti exactement 23 minutes plus tard. Julian était toujours ponctuel, surtout quand il s'agissait de ses intérêts. J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, trempé par la pluie, la cravate desserrée, sa veste de costume dégoulinante. Le visage confiant que je lui avais connu toute sa vie était tordu d'inquiétude et de colère. Il est entré sans attendre d'invitation. « Maman, as-tu perdu la tête? Pourquoi as-tu fait ça? As-tu la moindre idée de ce que tu as causé? J'ai des factures, des contrats, des investissements en attente. » Patricia est sous le choc. Amanda pleure depuis ce soir. J'ai dû quitter la fête à cause de cette folie. J'ai fermé la porte doucement et j'ai dit « Bonjour, Julian. Assieds-toi, prends un peu de thé, et parlons comme des adultes. » Mon ton calme l'a décontenancé. Il s'attendait probablement à trouver une vieille femme coupable et fragile, prête à s'excuser. Au lieu de cela, il faisait face à quelqu'un de calme et d'inébranlable. « Tu penses que je suis venu ici pour du thé? » a-t-il lancé. « Je veux que tu annules tout, tout de suite. Rouvre les comptes. Remets l'argent en place. Rétablis mes cartes. Assieds-toi, Julian. » Ma voix était vive et ferme, comme quand il était enfant. Étonnamment, il a obéi, s'affaissant sur le canapé. J'ai versé le thé, j'ai posé une tasse devant lui et je me suis rassise. « Ce que tu as fait aujourd'hui est impardonnable, » ai-je commencé. « Tu n'as pas seulement menti. Tu as délibérément exclu ta mère d'une fête de famille le jour de son propre anniversaire. » Maman, ce n'était qu'un malentendu. Nous avions prévu de fêter ton anniversaire ce week-end. Ce soir, c'était juste pour Patricia. Quelque chose de plus intime. Assez intime pour inclure ta belle-mère, mais pas ta mère. Il est resté silencieux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu dois comprendre que ce que ton père a laissé derrière lui n'était pas seulement des chiffres sur un compte en banque. C'était de la sueur, des sacrifices et des rêves. La plupart étaient destinés à toi, pour te donner les opportunités que nous n'avons jamais eues. J'ai pris une gorgée de thé avant de continuer. Tu te souviens quand tu avais 17 ans et que tu voulais étudier à l'étranger? D'où penses-tu que cet argent est venu? Ton père a vendu le terrain qu'il aimait le plus, celui dont il disait qu'il serait notre maison de retraite. Il a abandonné ce rêve juste pour que tu puisses avoir une chance de réaliser le tien. Julian a baissé les yeux, silencieux. Et quand tu as voulu poursuivre tes études en Californie, je suis retourné travailler à plein temps, et ton père a pris des cours du soir juste pour que tu puisses avoir une éducation confortable. Je sais, maman. J'ai toujours été reconnaissant. Non, Julian. La gratitude, ce ne sont pas que des mots. Elle se reflète dans la façon dont tu traites les gens, dans tes choix, dans ton respect. Et aujourd'hui, tu as fait le contraire. Je me suis levé, je suis allé à la bibliothèque et j'ai sorti un vieil album photo en cuir. M'asseyant à côté de lui, je l'ai ouvert avec précaution. Regarde ici. Ton 6e anniversaire. J'étais terriblement malade, mais je t'ai quand même fait un gâteau fraise chocolat, juste comme tu l'aimais. J'ai tourné une autre page. Voici le jour où tu as obtenu ton diplôme de fin d'études secondaires. Ton père a quitté le travail plus tôt juste pour être là. Il a failli manquer une réunion importante, mais il a dit que rien n'était plus important que ce moment. Pendant que je parlais, Julian s'est tu.
La colère sur son visage a lentement cédé la place à la réflexion. La famille, ai-je dit doucement, ce n'est pas seulement partager du sang ou un nom de famille. C'est se mettre les uns les autres en premier, montrer du respect, se souvenir d'où l'on vient et de qui était à nos côtés quand la vie est devenue difficile. J'ai fermé l'album et je l'ai posé sur la table. Quant à l'argent, ne t'inquiète pas. Je ne prévois pas de te laisser sans rien, mais à partir de maintenant, les choses seront différentes. Je suis parfaitement capable de gérer mes propres finances, comme je le fais discrètement depuis des années. Le visage de Julien s'est figé, l'incrédulité se lisant sur ses traits. J'ai souri. C'est exact, Julien. Ta mère, la femme que tu pensais faible et vieille, a appris les investissements, la finance et le marché. Et j'ai observé chaque pas que tu as fait avec cet argent. Je devais admettre que la plupart des décisions de Julien avaient été judicieuses, mais certaines m'avaient fait remettre en question son jugement. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire et la lui étendue. Regarde, ce sont des relevés de compte dont tu ne connaissais même pas l'existence. Je les ai gérés moi-même ces 5 dernières années, et voici les bénéfices que j'ai réalisés. Comparés à ce que tu as fait pendant la même période. Julien a regardé l'écran, stupéfait. Ses yeux ont suivi les chiffres, les graphiques et les pourcentages de croissance. Son expression est passée du choc à quelque chose qui ressemblait à un nouveau respect. Comment as-tu appris tout ça? A-t-il demandé doucement. De la même manière que j'ai appris tout le reste dans la vie, mon fils. En étudiant, en observant et en pratiquant. Vieillir ne signifie pas devenir impuissant. Cela signifie avoir de l'expérience, de la perspective et, surtout, savoir quand agir. J'ai repris mon téléphone et je l'ai glissé dans la poche de ma robe de chambre. À partir de demain, je restaurerai une partie de ton accès. Tu pourras utiliser ta carte et effectuer des transactions limitées, mais le contrôle principal reste avec moi. Chaque mois, nous examinerons les dépenses ensemble. La voix de Julien s'est élevée. Tu me traites comme un enfant. Non, Julien, ai-je dit fermement. Je te traite comme un adulte qui a besoin de réapprendre ce que signifie le respect et l'honnêteté. Si tu veux regagner ma confiance, tu devras le prouver par des actes, pas par des paroles. La pluie continuait de battre contre la fenêtre, le tonnerre se rapprochant. Un éclair a illuminé la pièce d'une lumière bleu pâle. Et la nouvelle maison, a-t-il demandé, toujours amer. Patricia a déjà choisi les meubles. J'ai secoué la tête, déçu que son esprit soit toujours tourné vers les choses matérielles. La maison peut attendre. Pour l'instant, il y a des choses plus importantes à reconstruire. Il a baissé les yeux sur sa tasse de thé, le visage plein de confusion. À ce moment-là, je n'ai plus vu un homme adulte, mais le petit garçon qui courait autrefois vers moi, montrant fièrement un dessin au crayon de l'école, attendant mon approbation. Je ne sais pas si je peux te pardonner, a-t-il dit doucement. Et je ne sais pas si je peux te pardonner non plus, ai-je répondu honnêtement. Mais il ne s'agit pas de pardon pour l'instant. Il s'agit de recommencer, d'apprendre à reconstruire une famille. Cela prend du temps. Je me suis levé, signalant la fin de notre conversation. Il est tard. Tu devrais rentrer chez toi, parler à Patricia, lui expliquer les choses. Nous reparlerons demain. Il s'est levé lentement, toujours incertain, et s'est arrêté à la porte. Joyeux anniversaire, maman. Les mots sont venus tard, mais ils étaient un début. Merci, mon fils, ai-je répondu. Après son départ, je suis retourné à la fenêtre, regardant la pluie tomber. La soi-disant vengeance que j'avais menée n'avait jamais vraiment été une question d'argent. Même si l'argent avait été l'outil qui avait forcé Julien à faire face à ses erreurs, mon véritable but était de reprendre ma place dans ce monde, de reprendre ma voix, mon indépendance. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement, sachant que j'avais repris le contrôle de ma vie. Le lendemain matin, le ciel était exceptionnellement clair, comme si la tempête avait lavé non seulement les rues de Charleston, mais aussi mon propre esprit. Je me suis réveillé tôt, comme je le faisais depuis 70 ans, j'ai préparé une tasse de café noir bien fort sans sucre et je l'ai apporté sur le balcon. La ville se réveillait, les gens se dépêchant d'aller au travail, les portes des magasins s'ouvrant, la lumière du soleil scintillant sur la rivière Ashley. J'ai inspiré profondément, respirant l'odeur fraîche et humide du matin. Bien que la nuit précédente ait été mouvementée, mon cœur était calme. Vers 7h30, mon téléphone a sonné. C'était Margaret, mon amie de longue date,
qui m'appelait pour me souhaiter un joyeux anniversaire en retard. Allison, pardonne-moi. J'ai passé toute la journée à l'hôpital avec ma petite fille. Elle s'est cassé le bras à l'école. Je ne suis rentré que tard et je me suis endormi tout de suite. Ne t'inquiète pas, Margaret. Comment va la petite? Elle va bien, heureusement. Rien de grave. Mais dis-moi, comment s'est passé ton anniversaire? Est-ce que Julian a fait quelque chose de spécial? J'ai hésité. Même si Margaret était la personne en qui j'avais le plus confiance, j'ai eu du mal à parler de la nuit précédente. Différent de ce que j'attendais, ai-je dit brièvement. Je te raconterai demain quand nous nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Tu veux que je passe? On peut prendre un café, parler un peu. Pas besoin, Margaret. J'ai quelques petites choses à régler, mais déjeunons ensemble demain au marché central comme avant. Après avoir raccroché, j'ai fini mon café et je me suis préparé à sortir. J'ai choisi une robe bleu marine, une blouse en coton blanc impeccable et le simple collier de perles que Léonard m'avait offert pour notre 10e anniversaire. J'ai brossé soigneusement mes cheveux argentés, j'ai utilisé un peu de lac pour les maintenir en place et j'ai appliqué une touche de rouge à lèvres et de poudre. Dans le miroir, j'ai vu une femme de 70 ans qui avait l'air calme, confiante et digne. Le bâtiment où je travaillais, la succursale de la Banque centrale en centre-ville, n'était qu'à environ 15 minutes à pied de mon appartement. J'ai décidé de marcher, profitant de l'air frais du matin. En chemin, j'ai salué quelques voisins, échangé quelques mots avec le fleuriste du coin et fait un signe de la main au gardien de sécurité devant l'immeuble de bureau que je passais tous les jours. Lorsque la banque est apparue, son architecture de verre élégante brillant au soleil, les souvenirs ont afflué. C'est là que j'ai rencontré Léonard, où j'avais travaillé toute ma vie, où je m'étais fait des amis pour la vie. Je suis entré et je me suis approché du bureau de la réception. Bonjour. J'aimerais voir Monsieur Auguste Reynolds. La jeune réceptionniste a levé les yeux, surprise. Monsieur Reynolds est en réunion. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais veuillez lui dire qu'Allison Miller est là. Il comprendra. Elle a hésité mais a décroché le téléphone. Quelques secondes plus tard, ses yeux se sont écarquillés. Monsieur Reynolds dit de bien vouloir patienter un instant. Il arrive tout de suite. J'ai souri. Auguste et moi avions travaillé ensemble pendant plus de 20 ans. Je l'avais formé alors qu'il n'était encore qu'un stagiaire maladroit, lui apprenant à rechercher des documents, à organiser des dossiers. Maintenant, il était le directeur financier de la banque. Toujours l'homme gentil et fiable dont je me souvenais. En moins de 5 minutes, Auguste est apparu, grand, les cheveux grisonnants. Allison, quelle surprise. Pourquoi n'as-tu pas appelé avant? Il m'a serré chaleureusement dans ses bras. C'était une décision de dernière minute. J'espère que je ne dérange pas, déranger? Jamais. Je prendrai toujours du temps pour toi. Viens dans mon bureau. Nous avons marché dans le couloir familier, passant devant la bibliothèque où je travaillais. Quelques employés plus âgés m'ont reconnu et ont souri. Son bureau au 10e étage était spacieux avec des fenêtres donnant sur le centre-ville. Les murs étaient tapissés de certificats, de photos de famille et d'une photo encadrée que j'ai reconnue immédiatement, prise lors de ma fête de départ à la retraite. Café ou quelque chose de plus fort, a-t-il plaisanté. Un café sera parfait, merci. Je me suis assise dans le fauteuil confortable en face de son bureau. Alors, Madame Allison, à quoi dois-je l'honneur de cette visite? C'était votre anniversaire hier, n'est-ce pas? 70 ans. Votre mémoire est aussi vive que jamais, Auguste. C'est exact. Et c'est à cause de cet anniversaire que je suis ici. Je lui ai tout raconté, le mensonge de Julian, le dîner au restaurant et la décision que j'avais prise cette nuit-là avec les comptes. Auguste a écouté attentivement sans interrompre. Maintenant, je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Je voulais lui donner une leçon sur la famille et le respect, mais je ne veux pas ruiner sa carrière ni détruire notre relation. Il est resté silencieux un moment, pensif. Quand son assistante a apporté le café, il a attendu qu'elle parte avant de parler. Allison, vous avez toujours été l'une des personnes les plus rationnelles et les plus volontaires que j'ai jamais rencontrées. Mais peu de gens réalisent qu'il y a un feu en vous qui est tout aussi puissant. J'ai souri faiblement. Ce que votre fils a fait était mal. Sans aucun doute. Mais la vraie question est, que voulez-vous? Je veux qu'il comprenne, Auguste,
Qu'ils ressentent ce que c'est que d'être rejeté, d'être exclu de ce qui compte vraiment, la famille. Je veux qu'ils apprennent à valoriser ce qui ne peut être acheté avec de l'argent. Auguste a hoché la tête. Alors nous aurons besoin d'une approche plus intelligente. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons élaboré un plan détaillé ensemble. Avec son expérience et ses relations dans le monde bancaire, Auguste pouvait m'aider à tout exécuter légalement, de manière transparente et suffisamment stratégique pour que Julien réévalue ses actions. Il n'aurait pas accepté s'il avait connu toutes mes intentions, mais je savais que cela fonctionnerait. J'ai quitté la banque centrale avec un dossier dans mon sac à main et un sentiment de détermination renouvelé. Je me suis dirigé vers le cabinet de Robert Hay, un vieil ami de Léonard et notre avocat de famille. Je n'avais pas pris de rendez-vous, mais comme avec Auguste, je savais qu'il me verrait. Robert avait l'air plus âgé. Puis je me suis souvenu, près de 80 ans, les épaules voûtées et la voix plus faible, mais ses yeux étaient toujours vifs et son esprit aussi aiguisé que jamais. Alison, que Dieu vous bénisse. Depuis combien de temps? Ça fait un moment, Robert. Depuis la fête des 15 ans d'Amanda l'année dernière. Oh, la petite Amanda. Elle doit être une charmante jeune femme maintenant. Elle va très bien. Elle veut faire médecine. Tout aussi intelligente que son grand-père. Nous avons parlé un moment, nous remémorant de vieux amis et des jours passés. Puis j'ai expliqué pourquoi j'étais là. Comme Auguste, Robert a écouté attentivement sans interruption. Quand il a fini d'examiner mes documents, il a hoché la tête, la voix chaleureuse et stable. Ce que vous prévoyez est tout à fait légal et très sage. Léonard serait si fier de la façon dont vous avez géré les choses. J'ai quitté son cabinet avec une autre pile de papier et j'ai convenu de revenir la semaine prochaine pour signer les documents officiels. Le plan était en marche. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant voisin, parlant de l'âge, de la santé et des années qui ne reviendront jamais. Robert avait perdu sa femme 3 ans plus tôt, et la tristesse silencieuse d'un homme vivant avec des souvenirs persistait encore dans ses yeux. Comment as-tu fait, Alison? Après le décès de Léonard, comment as-tu continué à vivre? La question m'a prise au dépourvu. J'en parlais rarement. Je ne pense pas que tourner la page soit la bonne expression, Robert. Léonard est toujours là, dans les souvenirs, dans les habitudes que j'ai gardées, dans chaque décision que je prends. Mais j'ai appris que la vie ne s'arrête pas. La meilleure façon d'honorer les morts est de continuer à vivre pleinement. Il a hoché la tête et n'a pas insisté. Après le déjeuner, il a insisté pour me raccompagner au taxi, refusant de me laisser marcher sous la chaleur de l'été. Nous nous sommes dit au revoir, promettant de ne pas laisser passer autant d'années avant de nous revoir. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai demandé au chauffeur de m'emmener à la banque où travaillait Julien. Le bâtiment était haut avec une façade classique restaurée et un intérieur moderne. Le nom de la banque brillait en lettres d'or au-dessus de l'entrée principale. Je me suis approché du bureau de la réception. J'aimerais voir monsieur Julien Miller. La réceptionniste élégamment vêtue m'a regardé poliment mais avec curiosité. Avez-vous un rendez-vous, madame? Non, mais dites-lui que sa mère est là. Ses yeux se sont écarquillés. Bien sûr, tout le monde à la banque connaissait Julien, le jeune directeur en voie de promotion rapide. Mais peu, voire personne, n'avait jamais vu sa mère. Veuillez patienter un instant. Elle a passé un appel rapide, puis m'a conduite dans une salle d'attente privée. La pièce était décorée avec goût avec des fauteuils en cuir, des tableaux encadrés et une petite table avec du café, de l'eau et des biscuits. Je me suis assise tranquillement, regardant les gens en costume passer dans le couloir vitré. 10 minutes plus tard, Julien est entré, visiblement tendu. Son costume parfaitement taillé ne pouvait cacher la fatigue sur son visage. « Que fais-tu ici, maman » a-t-il demandé en fermant la porte derrière lui. « Je voulais parler » ai-je dit d'un ton égal. « Et quel meilleur endroit pour discuter de questions financières que là où tu travailles ?» Il a passé une main dans ses cheveux, une habitude qu'il avait depuis l'enfance chaque fois qu'il était nerveux. « À propos d'hier soir, je veux m'excuser. Je n'aurais pas dû te mentir. Tu as raison. Tu n'aurais pas dû. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti le dossier que Auguste et Robert avaient préparé et je l'ai posé sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Julien, les yeux fixés sur la pile de papier. « Ce sont les nouvelles conditions concernant les actifs familiaux. Je les ai préparées ce matin avec des personnes très compétentes. » Il a feuilleté les pages, son visage devenant progressivement pâle.
Tu me déshérites? Non, Julien. Je ne fais que restructurer les actifs. Environ 60% iront dans une fiducie éducative au nom d'Amanda. Environ 30% je les garde pour mes propres frais de subsistance et des dons de bienfaisance. Les 10% restants te reviendront immédiatement. Seulement 10%? Tu me laisses 10% de tout ce que papa a construit? Non, mon fils. Je te donne 10% de ce que ton père et moi avons construit ensemble. Et avec, une opportunité. Quel genre d'opportunité? Une opportunité de reconstruire notre relation, de prouver que tu comprends la valeur de la famille au-delà de l'argent. Si tu peux le faire d'ici 1 an, nous réexaminerons tout. Julien s'est levé d'un bond, faisant les 100 pas, son visage passant de la colère à la confusion, puis s'adoucissant lentement. Tu ferais vraiment tout ça pour un seul dîner? Il ne s'agit pas d'un dîner, Julien. Il s'agit des années où tu as été distant, malhonnête, méprisant. Tu es devenu quelqu'un que ton père et moi reconnaissons à peine. Un homme qui valorise le statut et l'image plus que l'amour et la loyauté. Il s'est arrêté et m'a regardé. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux avant qu'elle ne disparaisse derrière l'expression froide d'un homme d'affaires. J'ai une réunion importante dans 5 minutes. On peut parler plus tard? Bien sûr. Mais avant que je parte, il y a une dernière chose. J'ai appelé monsieur Auguste Reynolds, le directeur financier de ta banque, ce matin. Julien s'est figé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure. C'est un vieil ami de ton père, un homme gentil. Il a été surpris d'apprendre qu'hier était mon 70e anniversaire, et que toi, l'un de ses directeurs les plus talentueux, avait menti pour éviter de dîner avec ta propre mère. Le visage de Julien est devenu blanc. Tu ne peux pas, oh, je peux. Et sais-tu ce qu'il a dit? Que les valeurs familiales sont le fondement de la culture bancaire. Que l'intégrité commence à la maison. Julien s'est affaissé sur sa chaise, semblant plus petit d'une certaine manière. Pourquoi me ferais-tu ça? Sa voix tremblait, presque fragile. Je me suis approché. Parce que je t'aime. J'aime l'enfant que tu étais et je crois encore en l'homme que tu peux devenir. Mais parfois, l'amour doit être ferme. J'ai ajusté mon écharpe et j'ai dit doucement, tous les documents sont ici. Tu peux les montrer à ton avocat, mais ils sont entièrement légaux et déjà signés. Je garde les originaux en lieu sûr. Je me suis retourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Et ne t'inquiète pas pour monsieur Reynolds. Il ne va pas te punir. En fait, il nous a invités tous les deux à dîner chez lui ce samedi soir. Il a dit qu'il aimerait rencontrer le fils de son vieil ami. Je suis sorti avant que Julien ne puisse dire quoi que ce soit, sachant que j'avais semé non seulement la peur dans son cœur, mais aussi la graine de l'espoir d'un changement. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon de courses. Je me suis arrêté à quelques bureaux, j'ai signé d'autres papiers et j'ai réorganisé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible à 70 ans. Quand je suis rentré à la maison, il faisait déjà nuit. Amanda était assise sur les marches devant le bâtiment. Quand elle m'a vu, elle s'est levée d'un bond et a couru dans mes bras. Grand-mère, où étais-tu toute la journée? J'ai essayé d'appeler, mais tu n'as pas répondu. J'avais quelques petites choses à régler, ma chérie. Entre. J'ai déjà fait du thé. Elle s'est assise, l'air inquiet. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Papa est rentré hier soir l'air affreux. Il est parti tôt ce matin et maman n'arrête pas de pleurer. Personne ne veut rien me dire. Je lui ai tenu la main, jeune, chaude et pleine de vie. Amanda, parfois les adultes font des erreurs et parfois ces erreurs ont des conséquences. Ton père et moi essayons d'arranger les choses. C'est à cause de l'argent? J'ai entendu maman dire quelque chose à propos de comptes gelés et de la nouvelle maison. L'argent n'est qu'un symbole, Amanda. Ce qui compte vraiment, ce sont le respect, l'amour et l'honnêteté. Des valeurs que j'espère que tu conserveras toujours. Ses yeux, si semblables à ceux de Léonard, ont cherché les miens. Est-ce que tu iras bien? La question m'est restée dans la gorge. J'irai bien, ma chérie. En fait, je pense que je vais mieux que jamais. Nous avons parlé de l'école, de ses projets universitaires et du livre que nous lisions ensemble. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis fier de toi. Quoi que tu aies fait, je pense que papa le méritait. J'ai ri doucement de sa franchise.
Comment le sais-tu? Parce que je connais mon père et parce que je te fais plus confiance qu'à n'importe qui au monde. Après son départ, je me suis assise sur le balcon, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière, pensant à tout ce qui s'était passé au cours des 2 derniers jours. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, si Julien accepterait les nouvelles conditions, si notre relation pourrait un jour guérir. Mais je savais une chose avec certitude. À 70 ans, j'avais retrouvé ma voie. Et je ne laisserai plus jamais personne me la prendre. Il a fallu des années à être traité comme une arrière-pensée dans la vie de mon propre fils pour réaliser quelque chose de simple. Personne ne décide de ma valeur, sauf moi. Quelque chose en moi s'est réveillé cette nuit-là, pour mon 70e anniversaire. Une partie de moi que j'avais oubliée depuis longtemps. Ma propre valeur, ma force intérieure et ma capacité à me lever et à exiger le respect que je mérite. Quand j'ai appelé Julien ce matin-là, je n'aurais jamais imaginé qu'un simple appel téléphonique me mènerait ici. Je n'aurais jamais imaginé que je finirais assise seule dans un restaurant chic à regarder mon fils fêter l'anniversaire de sa femme après m'avoir menti. Et je n'aurais jamais pensé que je prendrais des décisions aussi audacieuses, réorganisant non seulement les finances de notre famille, mais toute notre relation de mère et fils. Je peux encore imaginer le regard de choc sur son visage quand il m'a vu entrer dans ce restaurant. Je me souviens de la confusion dans ses yeux quand il a réalisé que j'avais pris le contrôle de chaque compte. Je me souviens du moment de vulnérabilité lorsque nous nous sommes rencontrés à son bureau. Quand il a finalement compris que la vieille femme fragile qu'il avait méprisée avait plus de force, financièrement et émotionnellement, qu'il ne l'avait jamais imaginé. Je n'ai aucune idée de ce qui attend ma famille. Peut-être que Julien acceptera les nouvelles conditions et comprendra la leçon que j'essaie de lui enseigner. Peut-être qu'il ne le fera pas. Peut-être qu'avec le temps, il redeviendra le fils aimant et respectueux qu'il était autrefois. Je ne sais pas si Patricia surmontera son ressentiment lorsque la nouvelle maison lui échappera ou lorsque leurs projets seront retardés, ou si Edith, la mère de ma belle-fille, qui a toujours jugé chaque détail, me regardera un jour différemment, peut-être avec le respect que j'ai longtemps désiré. Ce que je sais, c'est qu'après de nombreuses années, je vis enfin selon mes propres termes. Je fais mes propres choix, je dis ce que je pense, j'exprime mes besoins, mes désirs et mes limites. Et ça, mes amis, ça vaut plus que n'importe quel compte en banque, dîner de luxe ou réputation sociale. Léonard disait que la vie nous enseigne toujours les leçons dont nous avons besoin, même s'il faut toute une vie pour les comprendre. Je pense que j'ai enfin compris la leçon qu'il voulait que j'apprenne quand il a insisté pour que mon nom reste sur les comptes, quand il a ajouté cette clause à son testament exigeant que Julien montre du respect. Il savait, comme il le faisait toujours, qu'un jour j'aurais besoin de cette protection, de cet outil pour garder ma place dans la vie. J'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie vieillir dans une société qui vénère la jeunesse, la productivité et le succès instantané. Nous, la génération plus âgée, sommes souvent rendus invisibles. Nos opinions sont ignorées, nos besoins rejetés. Nous sommes considérés comme des fardeaux, comme des problèmes à gérer au lieu de personnes avec de la sagesse, de l'expérience et des histoires qui valent la peine d'être partagées. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de raconter mon histoire, pour prouver que même à 70 ans, même quand le monde dit que notre temps est passé, nous pouvons toujours nous tenir droit, toujours exiger le respect, toujours surprendre les gens. Et vous? Avez-vous déjà eu à choisir entre l'amour et le respect dans votre propre famille? Et où êtes-vous en ce moment? En écoutant cette histoire dans votre cuisine confortable, pendant votre trajet, ou dans le calme de votre propre soirée, partagez vos pensées et vos sentiments ci-dessous, car je crois que chaque expérience peut être un doux rappel pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, où nous écoutons, apprenons et grandissons à travers chaque histoire, suivez la chaîne pour ne pas manquer le prochain moment significatif. Parce que parfois, une seule histoire suffit pour réchauffer le cœur de quelqu'un, quelque part là-bas où c'est nécessaire.